Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Il y a des sujets qui sont plus glissants que d'autres et celui du sucre, clairement, eh bien, il fait partie de cela. Le sucre, il est partout, dans nos placards, nos souvenirs d'enfance, les moments de fête. Il réconforte, il rassure, il console. Il est doux, il est familier. Et en même temps, eh bien, il nous inquiète. On le pointe du doigt, on le soupçonne de tous les maux. Fatigue, prise de poids, insomnie, humeur maussade, voire dépression. Et parfois, à force de le diaboliser, ce sucre, eh bien, il devient presque plus effrayant qu'une tablette de chocolat ne le devrait. Alors on fait quoi? On l'interdit, on le maudit, on l'évite, ou au contraire, on l'intègre? C'est toute la question de cet épisode. Et justement, j'ai envie de vous proposer un regard qui est nuancé. Un regard en tant qu'experte, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain. Parce que ce sujet, je l'ai croisé dans les études, dans les recherches, dans la littérature scientifique, et j'ai aussi croisé dans mon quotidien. Et récemment, c'est à travers une question toute simple de mon fils de 3 ans et demi que ce sujet a pris une résonance encore plus intime. C'est quoi, maman, les bonbons? Parce que parler du sucre, eh bien, c'est parler de bien plus qu'un aliment. C'est parler de la place du plaisir, de la santé, de la transmission, de la liberté. C'est aussi parler de ce tiraillement permanent entre les recommandations de santé publique et notre réalité du quotidien. Entre les études qui alertent sur les dangers et nos besoins émotionnels, culturels, affectifs. Entre l'envie de faire au mieux et l'envie tout court. Alors aujourd'hui, on va regarder en face ce dilemme sans dogmatisme, sans culpabilisation et avec des repères clairs, des nuances et peut-être une boussole pour mieux s'orienter. Alors avant de parler du sucre aujourd'hui, il faut bien comprendre d'où il vient. Parce que le sucre, c'est une histoire de pouvoir, d'exploitation et de capitalisme. Le sucre n'est pas seulement un aliment, c'est une matière première qui a façonné des siècles d'histoire humaine. Au XVIe, le sucre, c'est un luxe. C'est un produit qui est rare et qui est réservé aux cours royales, aux riches marchands, et on estime qu'en 1600, la consommation annuelle moyenne par personne en Europe, c'était d'environ 87 grammes. C'est rien du tout. Ça représente un petit pot par an, c'est dire à quel point il était exceptionnel ce sucre. Mais au fil des siècles, ce produit devient une marchandise de masse, grâce, ou je dirais plutôt à cause, de l'essor des plantations coloniales et de l'esclavage. Tout ça pour répondre à une demande croissante en Europe. L'Europe met en place un système économique qui va être fondé sur la traite des êtres humains. C'est alors qu'on voit les plantations de canne à sucre dans les Antilles apparaître et la main-d'œuvre être asservie. Et c'est ainsi que vers 1800, la consommation annuelle atteint les 9 kilos par personne en Europe. Vous voyez que c'est pas seulement une histoire alimentaire, c'est une histoire profondément politique et économique. C'est l'industrie sucrière qui a posé les jalons du capitalisme moderne. La production de masse, la réduction des coûts par l'exploitation humaine, les transports à grande échelle, la spéculation, la concentration des richesses. Le sucre est devenu un modèle avant l'heure de ce qui allait structurer l'économie mondiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, certaines grandes entreprises sucrières perpétuent ce modèle avec des pratiques qui sont opaques, une pression sur des pays producteurs et des stratégies marketing qui sont très puissantes et qui sont notamment ciblées sur les enfants, sur nos enfants. Aujourd'hui, dans plusieurs pays européens, la consommation moyenne, elle est estimée, tenez-vous bien, entre 35 à 50 kilos de sucre par personne et par an. Pour que vous ayez une représentation, imaginez que c'est entre 10 000 et 12 000 carrés de sucre par an. C'est absolument énorme. Et dans certains pays, comme notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, on atteint plus de 100 grammes par jour. C'est l'équivalent de 25 carrés de sucre quotidiens. Pour mettre les choses en perspective, gardez en tête que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un maximum, c'est pas une recommandation moyenne, c'est un maximum de 25 grammes par jour. Ça représente seulement 6 à 7 carrés de sucre. Il me semble, je le dis de mémoire, je peux me tromper, mais que dans un verre de soda, vous avez 5 carrés de sucre.
Voilà, pour que vous puissiez avoir une représentation claire. On est donc, pour beaucoup d'entre nous, largement au-dessus des seuils conseillés, et ça, même sans s'en rendre compte. Alors quand on parle de sucre aujourd'hui, eh bien on parle pas seulement que de santé, hein, on parle aussi d'histoire, de mémoire collective, d'un rapport culturel à la douceur qui a néanmoins un goût amer. On parle aussi d'un environnement qui a changé. Aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est saturé de produits ultra transformés, de snacks, de boissons sucrées, hein, comme je viens de les citer. Et les aliments sucrés, en fait, ils sont plus du tout exceptionnels. Ils sont partout, ils sont accessibles, ils sont bon marché, ils sont marketés de manière massive, en particulier, je le disais tout à l'heure, auprès des enfants. Et c'est plus nous qui cherchons le sucre, mais finalement, c'est le sucre qui vient à nous. Et ça fait une différence qui est majeure. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la question épineuse du sucre aujourd'hui. C'est celle du choix, celle de l'éducation, de la liberté alimentaire. Et c'est ce que moi, j'ai rencontré récemment dans mon rôle de mère, puisque je le disais en introduction, mon fils de 3 ans et demi, tout juste rentré à l'école, m'a demandé il n'y a pas si longtemps, mais c'est quoi maman les bonbons? Alors on en avait déjà vu dans des livres, on voyait à peu près à quoi ça ressemblait. Et cette question, elle cristallise un dilemme qui est central. Comment parler du sucre à un enfant? Comment est-ce qu'on peut transmettre un rapport qui est apaisé à un aliment qui est aussi chargé? Alors, nous, en tant que parents, on a choisi de pas le diaboliser, ce sucre. Donc, on l'a emmené dans un magasin de bonbons. On n'a pas acheté de bonbons en supermarché. On s'est amusé à aller dans un magasin de bonbons. Et il a pu regarder, choisir, goûter. On en a mangé ensemble avec un cadre qui était très clair. Et chez nous, le sucre est réservé à certains moments. On l'interdit pas, mais on l'encourage pas non plus. On le dramatise pas. On va chercher finalement un équilibre. Ce qu'on veut, c'est qu'il sache que le sucre, ça peut être bon, que c'est normal d'en profiter, mais que c'est aussi par un besoin quotidien, ni une réponse qui va être automatique à l'ennui, au stress. Et c'est pas non plus une carotte de si tu fais ça, t'auras ça, si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Voilà. Est-ce que nous, on fait le bon choix en tant que parents? Honnêtement, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, nous, on s'est posé et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut transmettre un rapport de curiosité et non pas de peur, un rapport de plaisir, de maîtrise et non de contrôle. Et là, la ligne, elle est hyper fine. Et ça, c'est une posture éducative que je trouve vraiment essentielle, qu'on peut appliquer à nos enfants, mais aussi à nous-mêmes et que moi j'enseigne dans ma formation et qui est à mon sens essentielle. C'est finalement savoir dessiner son propre cadre flexible qui est bien évidemment voué à évoluer dans le temps. Et c'est là tout l'enjeu. Comment sortir de cette opposition binaire entre la diabolisation et la permissivité totale? Comment est-ce qu'on peut reprendre la main en conscience sans tomber dans la culpabilité ni rentrer dans le laxisme? Sacrée question, sacré travail d'équilibriste et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, le sucre et la santé, qu'est-ce que nous dit la science? Aujourd'hui, on a quand même de nombreuses études qui convergent pour démontrer l'impact réel et profond d'une consommation excessive de sucre sur la santé mentale et physique. Et je dis bien une consommation excessive de sucre. On n'est pas sur une consommation qui correspond aux recommandations de l'OMS ou qui la dépasse un petit peu. On est vraiment dans une notion d'excès. Donc attention à la façon dont vous allez écouter et lire mes propos. Alors sur le plan métabolique, le sucre, c'est un carburant rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une importation massive dans les années 1800, 1900 du sucre, puisque c'est un carburant rapide pour le corps qui est pas cher. Mais consommé en excès, il devient un facteur d'inflammation systémique dans le corps. Il va par exemple favoriser la résistance à l'insuline et augmenter, par effet ricochet, les risques de développer un diabète de type 2, les risques de développer une stéatose hépatique non alcoolique. C'est pas que les stéatoses hépatiques ne sont pas que dues à l'alcool et de pathologies notamment cardiovasculaires. Donc encore une fois, on est sur le plan métabolique avec une consommation qui va être vraiment excessive. Sur le plan neurologique et psychique, le sucre, il va stimuler fortement le circuit de la récompense. Et c'est là que le bas blesse, puisque le sucre, il va appuyer sur le bouton de la dopamine, il va activer la dopamine, qui est un neurotransmetteur lié au plaisir immédiat, ce qui va provoquer une sorte d'envie frénétique de toujours plus, encore et encore, et on peut développer une forme d'addiction comportementale. Sachant qu'on n'est pas tous égaux face au circuit de la récompense, face
au fonctionnement de la dopamine. Et quand on peut citer notamment les troubles neurodéveloppementaux, hein, qui ont justement une déficience de production de dopamine. En tout cas, le cycle dopaminergique n'est pas régulé comme des personnes qui sont neurotypiques. Et là, ben voilà, on peut avoir une sensibilité particulière sur le plan neurologique et psychique. Et là, d'ailleurs, je vous renvoie à un épisode que j'avais, enregistré avec un psychologue. Donc je reviens à mes moutons, on sait aujourd'hui que donc le sucre va nous donner un plaisir immédiat qui peut générer une forme d'addiction, comportementale. Il y a notamment une étude, vous avez déjà dû en entendre parler parce qu'elle a été assez, médiatisée il y a quelques années, qui montre que la consommation répétée de sucre crée des mécanismes qui sont proches de ceux des drogues dures, comme la cocaïne. Alors attention, on pondère. J'ai bien dit créer des mécanismes proches. On n'est pas sur l'emprise de la substance. On ne peut pas comparer la cocaïne et le sucre. La déferlante au niveau du cerveau n'est pas du tout la même. On peut comparer les mécanismes et effectivement, les mécanismes du sucre se rapprochent de ceux des drogues dures puisque cela va impliquer le circuit de la récompense. Sur le plan émotionnel, le sucre, c'est un régulateur affectif puissant. Je suis sûre que vous l'avez déjà utilisé en période de stress, de vide, de fatigue, hein. On peut avoir de l'alimentation émotionnelle qui est aidante puisque le sucre va procurer un soulagement qui est momentané. Mais ce soulagement, et c'est tout le cœur de ce podcast, on en parle souvent, il est trompeur. À long terme, une consommation élevée de sucre est corrélée à une augmentation des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et même de la dépression, hein. Encore une fois, on parle d'une consommation qui est élevée, qui est excessive. Il y a aussi une répercussion sur le sommeil qui est assez intéressante à noter. Il y a une étude récente qui montre que les aliments à index glycémique élevé, quand ils sont consommés le soir, peuvent perturber la qualité du sommeil et augmentent les risques d'insomnie. Et si on dort mal, on n'est pas bien, on peut avoir de l'alimentation émotionnelle, aller remanger sucré. Si on dort mal, on va surproduire une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim, donc on va davantage manger, hein. Là, je vous renvoie à d'autres épisodes de podcast également. Et c'est pas tout. Le sucre, il peut aussi perturber notre santé intestinale puisqu'il va favoriser le développement de certaines souches bactériennes pro-inflammatoires qui va impacter le microbiote dont on a déjà parlé, qui est notre deuxième cerveau et qui joue un rôle absolument essentiel dans la régulation de l'humeur et du stress. D'ailleurs, je vous fais un petit teaser, c'est le sujet du prochain épisode de ce podcast avec Cécile Caron. Alors, le tableau que je viens de dresser, attention, il n'est pas là pour vous faire peur, hein. Vraiment, c'est déjà on fait du mieux qu'on peut, même quand on consomme du sucre de façon excessive, il y a des moyens pour s'en sortir. C'est pas une question de volonté, je le dis, je le redis, hein, je l'ai beaucoup dit sur ce podcast, j'ai même fait un épisode spécifique sur ce sujet-là. Donc vraiment attention à la façon dont vous écoutez, vous percevez ce que je vous dis. Heu, Tout ça, c'est pas là pour vous faire peur, mais pour comprendre que le sucre, eh bien, c'est un acteur silencieux qui impacte plusieurs dimensions de notre équilibre. Et ça mérite qu'on lui accorde un vrai regard critique, loin des discours simplistes, hein. Pour moi, vraiment, le savoir, c'est le pouvoir. Et ce que je viens de vous dire, ça pourrait vous faire tomber dans une diabolisation qui peut faire tout autant de mal. C'est vraiment ce qu'on a à l'autre bout du spectre. Il y a une réponse qui est fréquente, c'est celle de bannir le sucre. On l'élimine, on va l'éradiquer, on va suivre une alimentation qui est, clean, qui est healthy, où, les bonbons, les desserts, les biscuits, eh bien, sont vus comme, les ennemis numéro 1 à abattre. Cette posture, elle est clairement radicale. Elle est souvent portée par, des discours nutritionnels qui sont, culpabilisants ou des influenceurs, du bien-être. Et tout ça, tout ce discours ambiant peut aussi générer un dérèglement de notre relation avec l'alimentation, peut générer des troubles des conduites alimentaires. Finalement, il y a un stress, il y a un déséquilibre vis-à-vis de l'alimentation, il y a quelque chose qui se cristallise à ce niveau-là, à cause en partie des discours qui sont vraiment radicaux vis-à-vis de la nutrition. On va alors entrer dans un cycle de restriction cognitive. La restriction cognitive, idem, j'en ai déjà parlé, je vous invite à réécouter les épisodes sur ce que c'est que l'alimentation émotionnelle. La restriction cognitive, c'est je me prive, je résiste, je tiens, et puis je craque parce que c'est intenable. Donc je vais manger en cachette ou pas, ensuite je vais culpabiliser, je vais me juger et je vais recommencer. Et c'est terrible d'être coincé dans ce cycle de la restriction cognitive. Tout ça, ça nourrit la honte, la perte de confiance en soi, la confusion alimentaire. Et c'est là que peuvent apparaître notamment l'orthorexie. C'est l'obsession de bien manger, hein, de manger parfaitement sain, healthy. Et cette façon de manger, elle peut nous isoler et rigidifier tout notre quotidien. Donc apprendre à vivre avec le sucre, c'est réapprendre une forme de souveraineté alimentaire, pour reprendre un terme qui est hyper à la mode.
C'est sortir de l'automatisme, du déni, mais aussi de l'exclusion brutale. C'est retrouver la liberté de choisir en pleine conscience. Et pour cela, je vous invite à réhabiliter une notion précieuse qui est centrale et qu'on oublie bien trop souvent, c'est le plaisir. Réhabiliter le plaisir pour mieux se réguler. Le plaisir, c'est pas un luxe, c'est le pilier de la régulation alimentaire. Et quand on mange un aliment qu'on aime, dans un contexte de sécurité, de lenteur, de présence, ce plaisir, il va envoyer des signaux de rassasiement au cerveau. Ça va participer à la satisfaction, au sentiment d'en avoir eu assez, de répondre à ses envies. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans les compulsions où le plaisir est bien souvent absent puisqu'il est remplacé par la hâte, par la honte, par le contrôle, par la transgression aussi de l'interdit. Alors oui, on peut avoir, du chocolat dans ses, placards, des pâtes à tartiner, des bonbons. On peut proposer un dessert à ses enfants. Oui, on peut manger des crêpes sucrées et c'est à chacun de trouver son propre équilibre et sa balance personnelle en fonction de ses convictions, de ce en quoi il croit et de ses envies. Et c'est même peut-être la façon la plus durable de prendre soin de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Parce que la santé, c'est pas une somme de règles, c'est une qualité de relation à soi, à son alimentation et à ses sensations. Et cette relation, à mon sens, elle mérite d'être nourrie par des choix qui sont conscients. Vous l'aurez compris, le sucre, c'est un aliment qui est ambivalent. Mais c'est pas lui le problème. C'est le contexte dans lequel le sucre évolue, l'environnement, le discours qu'on lui colle, la peur qu'on lui projette ou la négligence avec laquelle on le banalise. Et faire la paix avec le sucre, à mon sens, c'est apprendre à le regarder avec lucidité, de faire de la place pour le plaisir sans pour autant perdre de vue la santé. Et je vous invite à partager avec quelqu'un qui se pose des questions sur son rapport au sucre cet épisode. C'est ça qui me permet de faire vivre le podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et ça peut aussi vous donner une idée de ce que l'on peut voir en formation professionnelle sur le sujet de l'alimentation émotionnelle. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.